Mesdames, Messieurs, bonsoir. La pluie est enfin arrivée. Des précipitations qui ravivent l'espoir d'augmenter le niveau des retenues des barrages. Grâce au ciel, on pourra peut-être éviter une nouvelle année de sécheresse. Des précipitations certes tardives qui font renaître l'espoir d'une meilleure saison agricole que les précédentes. Ce lundi 12 décembre, s'exprimant devant les élus de la nation presque 2 mois, jour pour jour, après le discours royal prononcé à l'ouverture de la session d'automne, discours dans lequel le souverain avait mis le doigt sur l'ensemble des problématiques liées à la politique et à la gouvernance de l'eau. Le chef du gouvernement a annoncé une série de mesures pour protéger cette ressource rare qu'est l'eau, en dépit des précipitations que le Maroc a connues depuis le début de ce mois. Aziz Akhnouch a assuré que son gouvernement était déterminé à redoubler d'efforts et à relancer les investissements pour faire face au scénario d'une sécheresse structurelle auquel le Royaume est aujourd'hui confronté. Une enveloppe de 10,6 milliards de dirhams pour le budget 2023 sera allouée à la mise en œuvre d'un ensemble de projets structurants. Et en ce qui concerne le programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, la dotation va passer de 115 milliards à 150 milliards de dirhams. Face à la pénurie d'eau, on érige des barrages, on les interconnecte, on crée des stations de dessalement et on recycle l'eau. Quelles autres alternatives? Quelle gouvernance pour gérer cette ressource rare? Et en quoi consistent également les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement? Nous essaierons de répondre à ces questions ce soir avec nos invités. Driss Essaoui, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ici dans le plateau. Merci à vous. Avec nous également Abdelrahim Qseri, qui est président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre antenne. Merci. Alors, je vais commencer avec vous, Driss Essaoui. Le chef du gouvernement s'est exprimé cette semaine devant le Parlement pour annoncer de nouvelles mesures pour faire face au stress hydrique. Justement, Aziz Akhnouch a évoqué l'accélération de la mise en œuvre des grands axes du programme d'approvisionnement eau potable et irrigation 2020-2027. La dotation était de 115 milliards, elle passe maintenant à 150 milliards. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Vous savez, ce qui est très important dans ce genre de situation, c'est de se dire qu'il y a un problème. Et le fait de le dire veut dire quoi? Veut dire que le gouvernement a posé la problématique de l'eau au devant de la scène et devant les yeux des parlementaires, des politiques, etc. Et de se dire, attention, nous vivons une situation qui commence par un stress hydrique, qui va aller vers une pénurie d'eau et qui va aller très très grave de situation en situation. Donc le gouvernement devait absolument prendre des initiatives dans ce sens, augmenter le budget, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on passe de 115 à 150 milliards de dirhams. C'est un signe important, mais c'est surtout un signe de bonne volonté de la part du gouvernement, parce qu'on prend de l'argent et on le met dans un certain nombre de projets, on verra les détails tout à l'heure, pour permettre à la communauté nationale de gérer de manière efficace ses ressources en eau, de les programmer et surtout de se préparer à ce qui doit venir. Depuis 2018, nous vivons avec une suite de sécheresses qui ont affecté, bien entendu, l'agriculture. Et l'agriculture, oui, elle est très présente. Dans quoi? Elle est présente dans la vie de tous les jours. Et le taux de croissance global de l'économie marocaine, il est lié à la pluviométrie. Et quand ça ne pleut pas, quand il n'y a pas de pluie, rien ne marche. Et l'économie prend un coup. Absolument. De toutes les manières, quand on regarde la relation qu'il y a entre le taux de croissance de l'économie nationale avec les précipitations, on trouve une relation très, très problématique. C'est-à-dire qu'au lieu, ce n'est pas exponentiel. Ce qui est exponentiel, c'est quand la pluviométrie s'améliore, quand l'agriculture marche bien, parce qu'en fait, on est en train de parler de secteurs
dont les interrelations avec les autres secteurs sont très bien développées. Et je pense que cela va pouvoir donner plus d'espoir aux Marocains. Vous l'avez dit au début de votre présentation, nous avons eu la chance d'abord d'avoir un mondial de foot extrêmement important. Nous avons une équipe nationale qui nous a fait plaisir, tous, autant que nous sommes, berbères, arabes, musulmans, etc. Nous, juifs aussi, parce qu'il y a une communauté juive, et ça fait partie, bien entendu, des préceptes de la Constitution marocaine, et nous avons de la pluie. Et vous, Abdelrahim El-Qasiri, que pensez-vous de ces budgets alloués, justement? Oui, en réalité, cette politique, elle va dans le bon sens, vraiment, de l'état d'urgence qui a été annoncé. Et cet état d'urgence, elle a insisté sur le fait d'une mobilisation exceptionnelle face à une crise exceptionnelle. Et donc là, vraiment, qui a été dit de manière vraiment exhaustive par le chef de gouvernement et qui a été préparé par le ministère de l'eau et de l'équipement, est vraiment une réponse très forte au niveau des défis. Toutefois, qu'on remarque en général, c'est vraiment que l'effort, il est toujours un effort de l'État, principalement. Et c'est le budget de l'État et c'est les contribuables qui vont payer tout ça. Donc, c'est vraiment en passant vers un plan national de l'eau qui a tardé énormément depuis 13 ans et il aura un coût de 383 milliards de dirhams pour les 30 prochaines années. Ça veut dire que vraiment c'est un investissement colossal. Et lorsqu'on voit les investissements rien que pour 2027, lorsqu'on passe de 115 vers 150 milliards de dirhams, on est en train de parler de grands budgets pour un État marocain qui n'est pas vraiment très riche. Ça veut dire que ce sont des moyens qui doivent être très très bien utilisés et c'est pourquoi il faut absolument parler du système de gouvernance. Et là, le système de gouvernance, pour être efficace, déjà le gouvernement et le ministère, il a commencé par faire des petites évaluations rapides et il a déjà détecté les points de retard, les problèmes de bureaucratie, un certain nombre de problèmes de compétences. Et donc, il a essayé de remédier dans un temps très court. Mais vraiment, la vraie solution, c'est qu'on instaure un système de gouvernance qui nous permet de garantir d'abord une transparence totale, mais surtout une participation de l'ensemble des acteurs. Et ça ne peut se faire que si l'ensemble des acteurs participent. Ça ne doit pas rester l'apanage d'un ministère, quelle que soit la force de ses compétences et ses moyens humains et intellectuels. Il faut absolument que ça devienne l'affaire de tous. Et maintenant, l'enjeu est comment faire participer tout le monde. Lorsqu'on voit l'effort qui est extraordinaire, par exemple, rien que pour les stations d'épuration, on est en train d'accélérer, par exemple, celle d'Agadir pour avoir la deuxième tranche avant 2030, qui était programmée pour aller vers 2025, accélérer les autres 20 stations qui vont vers 2030. Tout ça, on a vraiment un travail colossal qui a été réalisé en peu de temps. La même chose pour les barrages, car ça reste vraiment un enjeu extraordinaire. Et ce sont les deux grands moyens de mobilisation de l'eau de l'État. On va en parler un peu plus tard des barrages. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. D'accord. Donc j'ai dit que ces moyens de mobilisation, ils sont énormes et ils sont la force de l'État. Maintenant, comment ajouter à ça les possibilités de collecte d'eau de pluie par les collectivités locales, par les douars, par les établissements publics, les établissements privés? C'est ce qui doit se faire pour un petit peu éclater d'abord l'investissement. Et ça, on ne voit pas vraiment de budget dédié à ce genre d'éclatement de l'investissement et d'appui d'autres initiatives au niveau local, au niveau territorial et au niveau régional. Ça doit être aussi une composante essentielle de ce nouveau plan d'action et ça doit être la nouveauté. La deuxième chose, c'est trouver le mécanisme de gouvernance pour la mobilisation d'autres moyens
à travers ces partenariats, mais beaucoup plus développés. Deuxième chose, c'est aussi les zones humides et la nappe phréatique. Un ambitieux vraiment objectif qui est extraordinaire, qui a été annoncé, c'est de réduire la consommation de la nappe phréatique, des eaux de la nappe phréatique de 50% d'ici 2030 et renforcer la surveillance. Ceci passera obligatoirement par un modèle de gouvernance totalement différent de ce qui a été fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on ne connaissait même pas quel est le niveau de chaque nappe au niveau de son propre territoire. Ça doit être une information publique. Et les universités doivent être intégrées dans les mesures. Et ça doit être planifié et rapidement. Et une fois qu'on a l'information, il doit y avoir des observatoires et des conseils au niveau de chaque territoire. Et des conseils où il y a tous les acteurs, la société civile, les universitaires, les acteurs privés, les représentants de l'État, bien sûr, et les représentants des agences et des ministères qui gèrent l'eau. Donc, absolument. Tout ça doit... Et les médias, bien sûr. Absolument. Ouais. Maintenant, je me retourne vers vous. On reste dans l'économie de l'Islam. Je voulais juste faire une petite remarque sur ce que dit mon ami. Ce n'est pas seulement l'effort de l'État. L'État, effectivement, a soulevé la problématique. Ils ont souligné la difficulté que nous avons à gérer la ressource en eau. Mais quand on a commencé à gérer et à faire rentrer un système de gouvernance, on a associé le secteur privé. Disons, les stations de dessalement d'eau de mer, par exemple à Chouka, à Casablanca, dans d'autres villes, à Laayoune, etc., ce sont des stations qui sont montées sur la base de ce qu'on appelle le partenariat public-privé. La région de Chouka aujourd'hui dispose d'une station et elle a déjà un bassin agricole très florissant qui fait beaucoup d'exportations. Et aujourd'hui, ils utilisent l'eau de la nappe phréatique parce que la nappe était menacée. Qu'est-ce que ça veut dire menacée? C'est-à-dire quand vous avez une nappe ici et vous avez l'eau de mer ici, si jamais vous avez 2 grammes, 1 gramme d'eau salée qui rentre dans l'eau destinée à l'irrigation, ça y est, l'eau, il est complètement, disons, ça devient inutilisable pour l'irrigation. Et c'est pour cela que le travail a été fait pour les stations de dessalement et les Marocains, les agriculteurs, les opérateurs, etc., ont fait un investissement dans l'acquisition du matériel de dessalement parce qu'en fait, c'est une société privée qui construit. Et c'est l'État qui a avancé l'argent. Une partie de l'argent, c'est l'État, une partie, c'est le secteur privé, mais surtout, comment le secteur privé? C'est des abonnements qu'ils prennent. Donc c'est un investissement qui est pratiquement, qui mise sur l'avenir. Et ça, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Je voudrais juste rappeler que dans la région je pense de Jdida, il y avait un bassin de culture de la tomate, il y avait une nappe phréatique qui était proche de la mer. On n'a jamais voulu faire l'effort de préserver. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des agriculteurs qui connaissent ou ne connaissent pas la réalité des choses. Ils viennent à côté de la nappe, ils puisent des puits, ils commencent à tirer de l'eau et ils utilisent ça pourquoi? Pour l'irrigation de la pastèque rouge, pour l'irrigation de l'avocat, etc., qui sont des cultures fortement consommatrices d'eau. Et on ne peut pas continuer à le faire. Et d'ailleurs, il y avait un ministre marocain qui avait dit « Nous n'exportons pas de la tomate, nous exportons de l'eau. Faisons attention. Faisons attention quand on fait ça. Il faut faire en sorte que l'on puisse justement sauvegarder ce que nous avons et surtout l'utiliser à bon escient dans l'avenir. Parce qu'on ne peut pas continuer à utiliser des spéculations agricoles qui sont fortement consommatrices d'eau sans véritablement en tirer un parti quelconque. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons des cultures extrêmement intelligentes qui se font. Il y a les plantes aromatiques, il y a beaucoup de types de plantes qui ne consomment pas beaucoup d'eau, mais qui peuvent rapporter beaucoup de choses à l'agriculteur et à la nation. Je pense que ça a été fait et ça va permettre à la communauté marocaine, à la communauté, aux citoyens,
de gérer ses affaires de la manière la plus idoine, la plus intelligente possible dans le futur proche. D'ici d'ailleurs 2030, il y a une vingtaine de stations de dessalement qui vont être mises en place. Oui. Pour vous, ça fera une réelle différence? Bien entendu, vous savez, on a commencé avec quoi? On a commencé avec une station de dessalement à l'Aïoun, avant. Maintenant, nous en avons à Agadir, à Chouka, nous avons dans la plaine là-bas, et il y a une autre station. D'ailleurs, ceux qui ne voulaient pas participer à la souscription pour la station de dessalement, ils l'ont regretté aujourd'hui. Ça, les gens d'Agadir peuvent vous le dire. La même chose aujourd'hui est en train d'être faite pour Dakhla. Et Dakhla, ce qu'il y a d'intelligent, c'est qu'ils sont en train de développer ce qu'on appelle de l'irrigation en goutte à goutte. En goutte à goutte, ça veut dire que vous pouvez utiliser très peu de matière d'eau, mais avec le maximum de rentabilité, parce que c'est scientifique. On ne l'utilise plus de manière gravitaire. Il y avait une déperdition d'eau qui était insupportable. Aujourd'hui, je pense que pour Dakhla, pour Casablanca, il y a une grande station, peut-être la plus grande au niveau de la région, qui va être construite pour, disons, subvenir aux besoins d'eau potable, ce qui est extraordinaire. Ne l'oublions pas, parce qu'il y a beaucoup de pays au Moyen-Orient qui n'ont pas de ressources réelles, de ressources propres en eau, et qui utilisent justement le dessalement d'eau de mer pour boire de l'eau. On parle du Qatar, on parle de Koweït, on parle des Émirats, etc. Ce sont des pays qui font du dessalement d'eau de mer comme étant le moyen d'approvisionnement de l'eau, et c'est extraordinaire. Eux, ils ont la chance d'avoir des ressources, on va dire, électroniques et électriques pratiquement à un bon prix. Ils le font avec du gaz naturel, etc. Nous, au Maroc, on a le soleil, on a les autres technologies que l'on peut utiliser pour justement faire fonctionner. Également. Voilà, on peut les exploiter et faire en sorte que tout ce qui est de dessalement d'eau de mer devienne l'outil fondamental de gestion de l'eau, d'autant plus qu'on ne veut pas se suffire de laisser les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez peut-être en parler dans cette émission, nous avons des bassins d'eau. Il faut penser à transférer des ressources d'un bassin à un autre. Et ça coûte de l'argent, des moyens, de l'intelligence. Mais je pense que les Marocains sont déjà prêts pour cela. Tout à fait. J'aimerais aussi vous parler à vous maintenant, Monsieur El Qassairi. On va parler de ce budget qui a été mobilisé, annoncé par le chef du gouvernement, de 10,6 milliards de dirhams pour de nouveaux projets, la mise en place de nouveaux projets structurants. Pouvez-vous nous parler de ces projets? Oui, en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment pour le 2020-2027, ils ont augmenté le budget jusqu'à 150 milliards de dirhams. Et là, tous les projets ont été accélérés et leur ampleur a été augmentée. Toutefois, pour préciser, il faut absolument comprendre ce qui s'est dit dans le discours royal du 20 août, c'est qu'il faut absolument avoir une tarification de l'eau pour comprendre le coût réel de l'eau. Parce que c'est bien de parler de manière beaucoup plus globale, et l'investisseur principal dans tous les grands projets, ça reste l'État, ça reste le contribuable. C'est pourquoi il faut absolument que le coût de l'eau réel soit connu et la contribution de chacun, qu'il soit privé ou qu'il soit vraiment un citoyen normal, il faut que ça soit connu. Même si on veut l'aider par l'argent de l'État, la somme doit être une contribution de l'État doit être connue dans chaque mètre cube qui sera libre. Deuxième chose, il y a beaucoup de déperditions, ça a été dit. Il y aura des investissements pour réduire d'abord les fuites du réseau au niveau des villes, pour l'augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne 80%. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas parlé de manière claire auparavant. Et ça, c'est essentiel. Il faut d'abord
l'efficacité hydrique doit être la première, parce que ça ne sert à rien de continuer à essayer de mobiliser toujours davantage, alors qu'on a une hémorragie de l'autre côté, il y a des pertes. D'abord, ces pertes, il y a dans le rendement des réseaux qui sont sous les villes, où il y a beaucoup de fuites. Donc, aller vers 80%, c'est un très bon objectif. Et aussi, on va essayer en 2030 et en 2040, 96%. La même chose pour, ça n'a pas été dit, mais dans l'irrigation, il y a le transport de l'agriculture, il y a deux problèmes. D'abord, il y a aussi des fuites, et donc il y a beaucoup de pertes, mais il y a aussi le paiement. La plupart ne payent pas le prix de l'eau. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut remédier. Oui. Parmi les choses essentielles, c'est aussi les contrats qu'a fait le ministère avec les régions pour les impliquer dans non pas les grands barrages, mais dans les barrages collinaires. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Toutes les régions, ils ont fait un partenariat avec le ministère pour contribuer et participer. Il faut aller beaucoup plus loin, parce qu'on peut creuser de grands fossés partout et collecter de l'eau de pluie. Il faut aussi, dans les villes, séparer les réseaux d'assainissement par rapport aux réseaux de pluie, mais il faut les collecter, il faut les réutiliser. Ça, c'est aussi essentiel. L'autre chose qui a été dit aussi, c'est pour en plus de l'efficacité hydrique, dans l'économie de l'eau, on va aller vers 70%. C'est bien, mais généralement, on doit aller beaucoup plus que ça, et on a la capacité, et Sa Majesté, il a parlé aussi des nouvelles technologies pour cette économie. Parce qu'il y a l'économie à travers les gouttes à gouttes, mais parfois, ce qu'on a remarqué, les réserves des nappes phréatiques, on a continué à les perdre parce qu'on a continué à pomper et élargir l'espace qui est irrigué. Donc, il faut bien économiser, mais aussi mesurer, territoire par territoire, quelle est la quantité d'eau qui existe dans la nappe et quelles sont les plantes qu'on peut autoriser ou ne pas autoriser et quel est l'espace qu'on va autoriser et quelle est la durée de cette autorisation. Et tout ça, c'est la gouvernance qui doit être encore plus forte. Et ce qu'a dit aussi Monsieur le chef du gouvernement, et c'est essentiel pour différencier la prochaine étape par rapport à l'autre, c'est aussi d'aller vers beaucoup de surveillance. Et là, il faut de nouveaux outils, parce que lorsqu'on a une dizaine de policiers de l'eau sur un bassin de 40 000 km², ça ne suffira jamais. Il faut impliquer, comme ce qui a été fait pour les puits, impliquer le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie royale, impliquer les réseaux qu'on a d'autorités qui sont capables, en un peu de temps, d'identifier, mais aussi de reporter et de sanctionner les défaillances. Et ça, il y a d'autres outils, comme la déclaration volontaire de chaque utilisateur, qu'il soit dans une villa ou qu'il soit dans une exploitation agricole. Ça aussi, c'est parmi les propositions qu'il faut faire pour aller de manière beaucoup plus rapide, mais aussi efficace dans cette surveillance. L'autre chose qui a été dit aussi, mais qui est très importante, c'est qu'il faut absolument réduire, c'est-à-dire aller vers les stations d'épuration. On a vraiment jusqu'à présent 158, alors c'est insuffisant. Il y a un plan qui est extraordinaire maintenant d'aller vers un nombre beaucoup plus élevé, et donc il y a environ un certain nombre de centaines dans le monde rural, mais aussi dans le monde urbain, qui sont planifiés pour aller vers ce sens-là. Mais ce qu'on dit, nous, c'est qu'on restera toujours très loin de l'objectif. L'objectif, c'est 33 000 douars et plus de 1500 communes. Donc, il faut absolument aller vers d'autres techniques. Et nous, on travaille avec des universités, et même l'université de Mgrir, dans certaines oasis, Firkla et par exemple à Guinée, où on est en train de voir avec d'autres stations qui utilisent les algues, qui sont utilisées dans d'autres pays, et qui peuvent donner une eau réutilisable. Parce que pour l'instant, la majorité des eaux qui ont été traitées, épurées par rapport aux eaux usées, ils ne sont pas réutilisées dans l'agriculture, c'est uniquement dans les espaces verts et dans les golfs. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut absolument, la tarification doit permettre à cette eau d'être réutilisée comme dans d'autres pays, comme en Jordanie ou d'autres pays, qui dépassent les 95%. Il faut absolument aller vers ça. Et pour ça, il faut aller vers le recyclage de l'eau. C'est le mot économie circulaire. L'économie circulaire est le mot clé qu'il faut absolument aller, parce qu'il régule la production et responsabilise les industriels, les pollueurs,
la responsabilité élargie des producteurs, comme ça, réduit la pollution et il permet le paiement de la pollution par le pollueur et non pas par l'ensemble des contribuables. Très bien. Et vous, Monsieur Laïsaoui, vous auriez un mot à dire sur Oui. l'offre Je voudrais juste vous rappeler une chose, c'est que dans le cadre de ce programme national 2020-2027, bien sûr, sous les directives du roi Mohamed VI, il y a une volonté de la part du gouvernement d'augmenter l'offre hydrique nationale. À travers quoi? À travers le renforcement de la politique des barrages. Et cela, comment on le fait? D'ailleurs, le ministre, le chef du gouvernement l'a dit, c'est la réalisation de 20 grands barrages avec une enveloppe de 31 milliards de dirhams et une capacité de stockage de 6,4 milliards de mètres cubes. Et aussi le temps de construction des barrages qui Absolument. va Déjà, être réduit. voilà, nous avons déjà des barrages qui sont déjà terminés, tels que celui de Tidès, voilà, Tsoudra et Agdes au niveau de Zagora, ils sont déjà terminés. Et il y a aussi, les travaux sont en cours pour le lancement de Tagzirt à Bni Mellal, Tamri à Agadir et Iddou Tanan, Oulad Al-Khadar à Zilal, etc. Donc tous, ce sont des barrages qui permettront non seulement de préserver ce que nous avons comme ressources en eau, mais surtout d'offrir une capacité d'offre en matière hydrique qui est importante. Et de là, on essaie de dépasser. Pour ce qui est du prix, parce que mon ami est en train de dire qu'il faut que l'on puisse avoir un prix. Et pour tout ce qui est dessalement d'eau de mer, on installe des compteurs à tous les agriculteurs. Ce n'est pas des gens qui vont commencer à pomper comme auparavant de l'eau de la nappe phréatique, non. Ils vont pouvoir le faire, mais avec un mix entre les ressources du barrage, entre la ressource qui sera pompée justement de la nappe phréatique, pour faire un équilibre entre les deux. Et en même temps, il y a un prix. Quand vous signez, quand vous adhérez à la convention qui instaure la station de dessalement, vous acceptez le prix de vente qui est celui qui est fixé à travers le prix de revient de la production et la marge qui permettra à la station de pouvoir continuer dans le temps. Donc tout ça. Alors il y a aussi une convention cadre de partenariat qui a été signée pour la réalisation de 129 barrages collinaires entre 2020, 2022, 2024, avec la programmation d'une enveloppe budgétaire de 100 millions de dirhams annuellement pour l'exploration des eaux souterraines, ce qui est extraordinaire. C'est pour ça que, effectivement, c'est un geste de l'État, il faut le dire. Donc c'est une politique régalienne de l'État qui est en train de se déployer. Mais l'adhésion du secteur privé, du citoyen marocain, de celui qui utilise l'eau, est extrêmement importante, cette adhésion. Elle doit accompagner. Absolument. C'est pour accompagner, pour apprécier les efforts qui sont faits, etc. Et ça permet à tous les projets de pouvoir continuer, de pouvoir se poursuivre dans le temps et l'espace, ce qui est extraordinaire. Donc on ne peut pas dire que c'est seulement l'État qui doit faire, c'est l'État et le secteur privé, c'est-à-dire le citoyen lui-même, qui doit faire un effort d'adhésion à ces objectifs et surtout de respect des règles de gouvernance qui sont définies au moment de la conception de ces projets. Et donc une mobilisation générale, comme le disait tout à l'heure M. El-Khseri, mais j'aimerais aussi revenir sur les barrages interconnectés. Tout à l'heure, on avait abordé, absolument. On avait abordé le sujet, mais on n'avait pas détaillé. L'interconnexion est une technique extrêmement importante. Elle a commencé dans d'autres pays. Et aux États-Unis, dans de grands pays qui ont des offres hydriques très différenciées entre les régions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut repérer les bassins hydrauliques, où est-ce qu'ils sont, quels sont leurs moyens, trouver les moyens justement de faire ces interconnexions. Et le Maroc va pouvoir les faire et il permettra justement, donc pour cela, il permettra de transférer le plus de ressources hydriques qu'il y a dans ce bassin vers l'autre.
et ça créera un équilibre entre les régions et une péréquation des gains et des pertes entre les régions, ce qui est extraordinaire, parce que nous avons des régions qui vont devenir complètement sèches et d'autres qui ont des ressources en eau. Il vaut mieux les partager en interne, entre citoyens, et ces interconnexions sont là pour le faire. Et vous, Monsieur le Khseri, est-ce que vous pensez que ces projets d'interconnexion de bassins hydrauliques permettront de renforcer la lutte contre le changement climatique? Absolument. Ils ont déjà été planifiés, mais retardés. Ils sont indispensables pour une simple raison. C'est que 7% du territoire national, il reçoit 50% des eaux superficielles. Ça veut dire que 93%, ils ont l'autre moitié. Ça veut dire qu'on est obligé d'accélérer, de renforcer. C'est ce que fait ce gouvernement. Il est déjà entre vous et Mohamed Ben Abdallah, qui est à Rabat, les travaux pour aller, ils sont lancés à 6 milliards de dirhams pour avoir 15 mètres cubes par seconde, comme ça a été dit par le chef du gouvernement. Donc ça, c'est une nécessité, ça aide, mais je crois qu'il faut toujours des nuances. D'abord, la première, c'est que l'État et ce programme qui a été lancé est parmi les plus forts et les plus accélérés qui ont été faits en un temps record de ce gouvernement, c'est-à-dire après presque quelques mois, ils ont pu faire un travail colossal. Ça, on ne va pas revenir dessus. Mais il faut aller encore plus vers l'analyse pour aider, comme ça a été dit par Choulinon, que tout le monde participe, que ce soit par les chercheurs, les scientifiques, la société civile, les acteurs privés. D'abord, il faut différencier deux choses. La première source d'eau au Maroc restera la mobilisation grâce au barrage. Pourquoi? C'est plus de 19 milliards de mètres cubes. La deuxième source, c'est la nappe phréatique. C'est plus de 4 milliards de mètres cubes. Mais l'eau de dessalement, c'est uniquement 1 milliard de mètres cubes d'ici 2030, c'est pas maintenant, avec les 9 stations, les 20 stations. Donc il faut différencier 1 milliard avec 19 plus 4, c'est 23. Donc c'est pourquoi le gouvernement est en train de mettre encore plus vraiment d'efforts sur les barrages collinaires et d'autres barrages moyens et bons. Deuxième chose, c'est que le paiement se fait maintenant par station de dessalement parce qu'il y a des conduites, c'est très bien organisé et c'est structuré. Mais Sa Majesté, lorsqu'il a parlé de la tarification, le ministre aussi, parce que la plupart de l'eau des nappes qui doit être dans le cadre de contrats de nappe avec des compteurs, il n'est pas payé jusqu'à présent. Et donc, il faut absolument qu'on sorte de cette situation parce qu'il y a une valeur à donner à l'eau et c'est l'un des moyens premiers d'économie de l'eau. Si on ne paye rien, on ne peut pas économiser cette eau. Et donc, c'est pourquoi cette tarification doit être généralisée et non pas uniquement pour les eaux de dessalement. Deuxième chose qui est essentielle, qui a été dit, c'est qu'il faut absolument aller vers l'économie circulaire, la responsabilité énergie des producteurs, parce que là, comme ça a été dit dans le rapport du Conseil économique et social sur l'économie circulaire, il faut une loi rapidement de l'économie circulaire, parce qu'il permet à ce que chaque polluant qui bloque les stations d'épuration, elles seules, on va vers 1 milliard de mètres cubes d'eau polluée, c'est-à-dire la même quantité qu'on va produire les 20 stations de dessalement. 1 milliard. Ces 1 milliard, on doit absolument les retraiter. Et pour les retraiter, d'abord, on doit réduire la pollution. Comment réduire la pollution? C'est-à-dire que l'industriel qui produit un produit, il doit intégrer le montant de la dépollution dans le produit. Et donc, ceux qui achètent les produits, ils vont payer cette facture et ces moyens de dessalement. Parce que les stations, ça coûte très cher. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il faut absolument, l'économie circulaire doit être mise vraiment de manière opérationnelle dans les plus brefs délais. Deuxième chose qui est essentielle, c'est l'approche participative. Il a parlé le chef du gouvernement et on avait dans la loi 3615 et 1095 et la loi 3615 actuellement, on a l'approche GIR, gestion intégrée de ressources humaines, mais il n'a pas été bien fait. Il faut maintenant qu'il y ait dans cette approche aussi bien les scientifiques que la civile,
en plus des acteurs privés et en plus des acteurs de l'État, et avoir les médias aussi pour pouvoir avoir les bonnes informations et décider de manière collective de cette eau. Et cette approche, elle était la meilleure au niveau des zones d'Oisitienne. Et le monde entier s'est inspiré de cette approche où les citoyens eux-mêmes savent ce qui se passe et contactent et parlent directement. Parce que pour s'approprier ces projets, il faut que le citoyen les approprie et pas uniquement les décideurs et les élus. Deuxième chose qui a été citée, nous on participe activement dans ces classes de l'eau. Oui, c'est une très bonne chose d'ici la semaine nationale de l'eau qui sera en mars, et avec pas mal de concours et d'actions qui se font avec les bassins. Maintenant, il faut les renforcer davantage et il faut absolument qu'au niveau de chaque territoire, l'accès à l'information doit être partagé pour que la communication et la sensibilisation va de pair avec les efforts techniques et les efforts réglementaires qui sont en cours. Et il ne doit pas être déconnecté. Parce qu'une sensibilisation qui ne voit pas un état d'avancement des résultats, soit par le citoyen normal ou par le jeune et l'enfant, ça donne des effets parfois inverses. C'est pourquoi il faut intégrer la stratégie de communication qui a été citée avec les acteurs médiatiques, les acteurs de la société civile, avec les acteurs qui travaillent dans le terrain pour avoir une communication ciblée, territorialisée, mais avec des objectifs précis et qui coordonne directement une communication donc ciblée pour des objectifs précis. Vous parlez aussi de sensibilisation. Driss El-Issaoui, Aziz Arnouch a cité les précipitations qui sont en baisse de 50% par rapport au taux normal. Donc, est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'on est arrivé à un seuil critique, sachant que le niveau de remplissage des barrages était de 23% au début du mois, contre 34% l'année dernière. Est-ce qu'on doit s'alarmer ? Bien entendu. C'est-à-dire que c'est tout ça, tout ce qui a été préparé par le gouvernement, sous la conduite, bien entendu, du roi Mohamed VI, c'est un travail d'urgence. Il y a un plan d'urgence qui est en train d'être préparé et je pense que cela va permettre, par exemple, au barrage Al-Menba, situé sur le fleuve Sbou, et au barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah, situé sur le fleuve du Bourgreg, avec un débit de 15 mètres cubes par seconde et un coût estimé à 6 milliards de dirhams. Tout ça va être fait très rapidement parce qu'on ne peut pas attendre. Nous sommes arrivés à une situation où demain, on pourrait manquer d'eau à boire, d'eau pour irriguer, d'eau pour soutenir la vie. Parce que Dieu a fait la vie à partir de l'eau et je pense que nous sommes obligés, et l'État assume cette responsabilité. Et il l'assume avec les citoyens, mais surtout avec l'adhésion totale de tous les citoyens à cette approche. Et les Marocains ne diront pas non quand ils verront qu'il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être accompli. On a parlé de ce plan d'urgence. Et il y a aussi, nous avons des entreprises nationales leaders dans le domaine qui vont contribuer à la réussite de l'atelier. Cet atelier dont on a parlé pour justement dans le respect de toutes ces lois. Là, on a aussi, il faut parler de quelque chose qui est important, celle de la mobilisation de 4,5 milliards de mètres cubes additionnels à l'horizon 2050. Ça, c'est un objectif annoncé à tout le monde, aux acteurs, aux associations, aux professionnels, pour dire nous devons économiser ces 4,5 milliards de mètres cubes d'ici 2050, mais pour cela, il y a une consommation raisonnée, il y a une utilisation rationnelle de la ressource en eau, une utilisation intelligente des ressources maigres dont nous disposons. On ne peut pas nous comporter comme si le Maroc n'avait pas de problème. Nous avons un problème d'eau. Il y a un manque d'eau qui est criant et que les Marocains doivent faire attention à cela. Leurs enfants doivent le prendre en considération. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons constaté dans une ville qui s'appelle Rabat, les autorités publiques ont pris la décision d'interdire le lavage des voitures dans les garages.
Parce que des gens se sont improvisés comme des laveurs de voitures et ils dépensent des ressources extrêmement importantes en eau. Et généralement, ce ne sont pas... C'est-à-dire, même si c'était de l'eau qu'ils puisent dans les puits. D'ailleurs, même les puits, aujourd'hui, ils sont taxés. Vous n'avez pas le droit de creuser un puits si vous ne le déclarez pas et si vous ne payez pas un droit au bassin hydraulique. Donc tout ça va être... Il y a d'autres projets. Il y a des projets autour de la plaine du Saïs. Et tout ça, ce sont des efforts qui doivent amener le Marocain moyen à réfléchir de manière responsable. Ça passe par le changement des habitudes. C'est d'abord, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une communication directe. On se regarde les yeux dans les yeux et on se dit, attention, nous sommes dans une situation difficile. Faisons en sorte que notre situation en eau ne soit pas préjudiciable pour le présent et pour l'avenir. Et pour cela, il y a des actes à avoir et il faut les faire. Alors, ici, on est en train de parler de l'eau d'irrigation, mais on peut parler de beaucoup d'utilisation d'eau, parce que c'est effectivement 90% des ressources en eau sont consommées par l'agriculture. Il faut le dire. Ça, c'est un chiffre qui est connu, qui a été donné. Et la Banque mondiale avait déjà attiré l'attention sur le fait qu'une ville comme Agadir est une ville qui va manquer d'eau de manière définitive si on ne fait rien. Alors, mais par contre, si on arrive à gérer au mieux les ressources en eau, le traitement tertiaire des eaux usées, c'est extraordinaire. On prend de l'eau qui a été utilisée dans les égouts, on le traite et on peut le réutiliser dans l'irrigation. Les places publiques, le gazon que vous voyez autour de vous dans un certain nombre d'espaces, dans des villes qui ont bénéficié de la mise à niveau urbaine, comme la ville de Rabat, tous ces espaces sont irrigués avec de l'eau qui vient du traitement tertiaire. Ce n'est pas de l'eau potable, mais c'est de l'eau qui est bonne pour l'irrigation. Et ça marche. Tout à fait. Donc, il faut qu'on change nos habitudes. C'est une urgence. Absolument. Et il faut préserver cette eau qui est donc une ressource rare. L'émission arrive bientôt à son terme, mais avant de nous quitter, parlons de la COP15 qui va se dérouler au Canada, dans laquelle il y aura à peu près 195 pays qui vont participer donc, à cette conférence pour essayer de mettre un terme au déclin du monde vivant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Je vais vous le demander à tous les deux, votre avis à tous les deux, mais on va commencer par M. El-Qassairi. Que pouvez-vous nous dire sur cette conférence ? Le sujet il est totalement lié à celui-là. Justement, parce qu'on parle de biodiversité. La biodiversité, pour qu'elle soit en bonne santé, il faut qu'il y ait de l'eau, et donc il faut préserver cette eau qui est vitale. Donc, dites-nous. Oui, la COP 15 de la biodiversité, en réalité, elle a été signée en même temps en 92 au sommet de Rio, au sommet de la Terre, auquel avait assisté notre roi, qui était à ce moment-là encore un prince. Il a participé à toutes les rencontres de la Terre. Et c'est là qu'il a toujours cette sensibilité et cette valorisation vraiment et cette orientation du pays pour le développement durable et du climat. Et donc, il y avait signature de 3 conventions en 92, changement climatique, désertification et biodiversité. Les changements climatiques, ils ont fait une réunion chaque année, une COP chaque année. Et on a commencé par la COP 1, la COP 7 et 22 étaient au Maroc. Maintenant, à Sharm el-Sheikh, il y avait la COP 27. La biodiversité, on n'avait pas donné la même attention, malheureusement. Et donc, on est juste à la COP 15 maintenant, au niveau du Canada. Et cette COP 15, elle nous dit que vraiment, on est presque dans la 6e extinction des espèces. Et la biodiversité, elle est essentielle. C'est pourquoi maintenant, lorsqu'on a parlé de la biodiversité, on parle aussi des plantes agricoles, on parle des forêts, des arbres fruitiers. Et là, en parlant de ce qu'on est en train de dire avec le chef du gouvernement, il faut absolument, comme ça a été dit, par les objectifs qui sont augmentés, il faut absolument les stratégies, la stratégie du plan Maroc vert qui va vers 2030 et l'autre stratégie forêt du Maroc 2030, ils doivent être certainement actualisés, revus, pour leur donner plus d'importance aux forêts qui entrent dans le cycle de l'eau, qui empêchent l'érosion parce qu'on a fixé des objectifs
de réduire l'envasement des barrages. Il y a aussi, par rapport au plan Maroc vert, par rapport à la réduction et l'économie de l'eau, il faut augmenter tout et changer un petit peu par rapport à l'économie de l'eau et l'optimisation des moyens de l'eau. Mais ce qui est sûr, c'est que tout est lié. On ne peut pas avoir de l'eau si on n'a pas de biodiversité. Et si on n'a pas l'eau, il n'y aura pas de biodiversité. Et donc, le système écologique, le système vivant, il est interconnecté. C'est pourquoi le mot économie circulaire, c'est le bon mot qu'on utilise maintenant et qui est aussi l'objet de notre convention ou pacte qu'on a signé avec, sur le pacte vert de l'Union européenne. Et ceci pour dire qu'il ne faut pas travailler de manière cloisonnée sur l'eau, il faut travailler avec les villes, il faut travailler avec le secteur industriel, le secteur touristique, le secteur agricole, mais il faut aussi travailler sur les espaces où la biodiversité est encore préservée, c'est-à-dire les espaces forestiers. Et si on n'a pas une vision globale, si on n'agit pas sur toutes les composantes, on se retrouve comme ce qui se passe maintenant, avec des érosions, on perd un barrage chaque année, 75 millions de mètres cubes, et il est perdu à cause de l'envasement. Et donc la reforestation, le reboisement, ça participe obligatoirement à ça. L'agriculture aussi, elle participe. Et lorsqu'on voit la diversité des espèces, on a des espèces qui sont adaptées au Maroc, qui sont autochtones, adaptées à la sécheresse. Et donc on les a un petit peu modifiées, c'est-à-dire parfois on est allé vers des espèces qui sont très consommatrices d'eau. Il faut absolument revoir ça et aller vers la biodiversité autochtone, parce que le Maroc, il jouit de deuxième place en biodiversité en Méditerranée, derrière la Turquie. Il a la deuxième place par rapport aux espèces endémiques. Il faut absolument que tous les Marocains connaissent et reconnaissent l'importance de cette biodiversité pour pouvoir préserver ce qui reste, réhabiliter les habitats et les écosystèmes, mais surtout réintroduire les espèces qui ont disparu et aussi protéger celles qui sont menacées et sont sur la liste. Merci à vous, Monsieur El Qasiri. Les Marocains ils participent là-bas et on espère que cet engagement aussi sera bénéfique aussi bien pour l'eau que pour l'ensemble des sécurités hydriques. Merci à vous. On entend votre appel. On voit que vous voulez vraiment sensibiliser la population par rapport à cette situation qui est effectivement critique. J'aimerais avoir un avis Très rapidement. D'abord, le Canada, c'est un pays d'où l'appel à la préservation de la nature a été lancé. Notre avenir à tous a été donné justement au Canada. Et c'est un pays qui fait beaucoup de choses pour la préservation du territoire et de tous les territoires naturels. Maintenant, puisque ça va se passer au Canada, c'est un appel qui aura une connotation assez particulière. Il faudrait qu'on l'écoute, qu'on l'entende. Le secrétaire général des Nations Unies a dit que même en Égypte, rien n'a été fait. Il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu de résultat tangible. On ne fait rien. Aujourd'hui, que nous dit, je vais paraphraser le chef du gouvernement marocain, M. Abdelaziz Khenouch, qui nous dit qu'il faut un renforcement des mécanismes de gouvernance, ce qui est extrêmement important, et de prévention contre les inondations et la mise en place d'un plan et d'un projet d'aménagement des fronts d'eau. Nous avons 2 côtes importantes, il faut faire ce travail-là, et il y a un appel à la mobilisation de tout le monde, de toutes les femmes, de tous les hommes, de tous les jeunes qui sont porteurs d'avenir pour qu'ils participent à une consommation durable des ressources en eau. Merci à vous donc, pour votre intervention. Merci à M. Driss El-Issaoui qui est avec nous et Abdelrahim El Qasiri qui était avec nous aujourd'hui pour cette émission. C'était un plaisir de vous avoir, messieurs, ce soir avec nous. Donc, merci à vous. Merci. Donc, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.